Donc le sujet de ce soir, Guimard, le verre et le vitrail. Et je suppose que si vous êtes venu, c'est que vous avez quand même déjà une idée plus ou moins précise de l'œuvre foisonnante de l'architecte Hector Guimard, qui est l'un des plus illustres créateurs du style Art Nouveau. Nous allons cependant commencer par un large détour, mais qui est assez loin de Guimard au départ, mais en histoire de l'art, on arrive toujours à retomber sur ses pieds, comme vous le verrez. De toute façon, nous n'allons pas vraiment suivre un parcours chronologique, mais plutôt explorer des tendances stylistiques et puis des techniques, qu'elles soient artisanales ou industrielles. Donc, nous commençons par ce vitrail que sans doute certains d'entre vous connaissent, il s'appelle l'Artiste. Il est vraiment emblématique du renouveau du vitrail qui est opéré pendant toute la première moitié du XIXe siècle. Et il est dû à Laurent Charles Maréchal, dit Maréchal de Metz, puisqu'il exerçait ses talents de peintre et de vitrailliste initialement dans cette ville en Moselle, jusqu'à ce que la défaite de 1871 ne le pousse à s'établir en Meuse, à Bar-le-Duc, avec son successeur et repreneur, Charles-François Champignol. Retenez bien ce nom de Champignol, car nous allons le croiser à 2 reprises dans la conférence. Alors pour ce panneau, il n'y a pas de verre coloré dans la masse, mais uniquement de la peinture d'émail. Il est exceptionnel par la profondeur que donnent les différentes épaisseurs de verre. Il y a plusieurs feuilles de verre superposées, et avec utilisation de l'acide fluorhydrique pour atténuer certains tons. Sur le sujet central, les plombs sont absents, et en fait c'est une armature assez complexe qui maintient les feuilles de verre et qui est cachée dans les ombres du vitrail. Et au final, il s'agit plutôt d'un tableau lumineux plus que d'un vitrail tel qu'on l'entendrait traditionnellement. Le principe du vitrail tableau, à destination essentiellement des églises, a perduré jusqu'au début du XXe siècle, mais la plupart du temps sans avoir la force des œuvres de Maréchal. Voici par exemple un vitrail exécuté en 1892 pour l'église de Vaucouleurs, par l'Institut catholique de Vaucouleurs, et qui illustre le départ de Jeanne d'Arc, après qu'elle a été victime d'hallucinations auditives, lui enjoignant de bouter les Anglois hors de France. Et après le départ de Jeanne d'Arc, voici déjà sa fin de parcours en 1893, avec ce projet de l'illustrateur Eugène Grasset, Jeanne au bûcher, pour la cathédrale d'Orléans, un projet qui n'a pas été réalisé. Stylistiquement, on voit tout de suite que l'on passe d'un réalisme très classique, avec perspective et profondeur de champ, à une représentation à la fois médiévalisante et, j'oserais dire, japonisante. La même année, en 1893, Grasset a produit d'autres œuvres dans ce nouveau style, comme cette affiche « Le printemps » dans un style néo-botticellien, où les contours sont nettement cernés, et qui est très logiquement traduit sous forme d'un carton de vitrail exécuté l'année suivante par son ami Félix Gaudin. Il se trouve maintenant au Musée des Arts Décoratifs. Malgré le changement radical de style, la fraîcheur et la douceur des couleurs, il s'agit toujours d'un vitrail tableau ou d'un vitrail affiche, qui n'a pas nécessairement à s'intégrer dans un contexte architectural. Mais à présent, en dehors des commandes institutionnelles, la clientèle visée est celle de la bourgeoisie qui s'est saisie de ce moyen d'embellissement des demeures. Ce nouveau style a bien sûr infusé en province, et en particulier en Lorraine, et il a touché l'atelier d'Emmanuel Champignol à Bar-le-Duc, qui était le fils cadet du vitrailliste Charles-François Champignol, le repreneur de l'atelier de Maréchal de Metz. Voici les allégories du printemps à gauche et de l'automne à droite, exécuté en 1896 et qui s'inspire, mais sans les copier, des panneaux des 4 saisons d'Alphonse Muchat qui sont parus la même année. On quitte progressivement le vitrail tableau pour intégrer les panneaux dans l'architecture domestique. Et on voit aussi arriver l'utilisation de nouveaux types de verres, dont nous allons reparler un petit peu plus loin. Mais ce n'est pas ce style parisien qui s'est imposé en Lorraine, car depuis plusieurs années se développait le style de l'école de Nancy, emmené par Émile Gallet et dont le maître mot était le naturalisme, c'est-à-dire la représentation de la flore et de la faune. Le principal acteur du vitrail moderne à Nancy a été Jacques Gruber, dont voici Les Roses et Mouettes en 1904, l'une de ses œuvres les plus exceptionnelles, d'une hauteur de plus de 4 mètres. Vous allez me dire, on retombe dans le vitrail tableau. Oui, de façon inhabituelle,
mais avec une armature métallique qui est cette fois mise en évidence et la volonté de créer dans le hall de cette maison un espace fermé comme en dehors du monde. Habituellement, le vitrail civil nancéien offre au contraire une vue sur l'extérieur en ménageant de larges plages de verre transparent, comme ici sur cette autre verrière de Gruber à la Chambre de commerce de Nancy en 1909. Si l'on s'approche du jeune mineur qui pousse une berline, on retrouve toute la subtilité des techniques de maréchal de Metz obtenues par la superposition des feuilles de verre, jusqu'à 5 ou 6 feuilles, et la gravure à l'acide des verres plaqués. Même sur des vitraux plus simples, comme ce détail d'un bord d'étang, il faut 3 épaisseurs de verre pour donner de la profondeur à ce nénuphar, sans compter la teinture au jaune d'argent pour le pistil. Pour mieux vous faire comprendre cette histoire de superposition et de gravure à l'acide, voici 2 des 3 feuilles de verre d'un vitrail de Gruber. Celle du haut est un verre blanc plaqué bleu, dont la couche bleue a été ôtée ou plus ou moins amoindrie par l'acide. Dans l'image du dessous, on a superposé une autre feuille de verre blanc plaquée rouge et qui a subi le même traitement. Pour terminer, on ajoutera encore à l'arrière une feuille de verre opalescent qui fera office de fond comme pour le vitrail au nénuphar. Ces verres opalescents nuancés, qu'ils soient plats ou chenillés comme sur les 2 exemples à gauche, sont des verres coulés sur table dits américains. Américains car ils étaient fabriqués à l'imitation des verres des Américains Tiffany et Lafarge qui créaient à l'unité des verres très complexes et très coûteux. En voici un exemple tout à fait significatif au Chicago Art Institute. En France, ces verres ont été imités sur un mode plus industrialisé par la verrerie Appert à Clichy, qui était spécialisée dans la fourniture de matériaux aux verriers et aux vitraillistes. Il est temps d'aborder enfin les vitraux de Guimard. Tout d'abord, pour vous dire que presque tout ce que je vous ai dit jusqu'ici ne le concerne pas. Il n'a pas utilisé les techniques de superposition et de gravure à l'acide. Comme la plupart des créateurs de vitraux modernes, il s'est servi, mais avec parcimonie, des verres américains, plutôt ceux sans relief. Son intérêt pour le vitrail n'a pas débuté avec sa conversion à l'Art Nouveau en 1895, puisqu'il en existe déjà dans la villa qu'il a construite pour Charles Jasdet à Issy-les-Moulineaux en 1893. Malheureusement, je n'en ai pas encore de photos prises de l'intérieur. Mais sur ce cliché, on reconnaît des feuilles qui se croisent de façon symétrique. Sur ces petites villas de banlieue ou du quartier d'Auteuil, ces motifs décoratifs sont naturalistes, fortement stylisés et donc pas toujours reconnaissables d'un point de vue botanique. Parallèlement, il faisait alors éditer par Muller et compagnie de nombreuses céramiques architecturales dans ce style. La personnalité qui a le plus influencé Guimard, lors de son évolution vers le style Art Nouveau en 1895, a été le bruxellois Victor Horta. Celui-ci a commencé à développer ce nouveau style dès 1893 pour la maison Autric. Comme cette maison est relativement économique, le vitrail qui se trouve dans la cage d'escalier comporte surtout des verres industriels. Vous voyez que les thèmes oiseaux en haut, fleurs et arbustes en bas sont tout à fait naturalistes. Mais en touchant rapidement une clientèle très aisée, Horta a utilisé beaucoup plus largement les verres américains, comme ici à gauche pour l'hôtel Van Etteveld et à droite pour l'hôtel Solvay, tous deux construits à partir de 1895. Vous voyez que le naturalisme est toujours présent, au moins en esprit, puisque si l'on ne reconnaît pas une plante en particulier, les racines, la tige et les fleurs sont parfaitement lisibles. Guimard, qui a rencontré Horta à Bruxelles cette année-là, a dû recevoir un choc car il découvrait un style nouveau où la structure et le décor fusionnaient. Il avait alors en construction le Castel Béranger, qui n'est rien d'autre qu'un immeuble de rapport avec 2 bâtiments, un sur rue et un sur cour, destiné à la petite bourgeoisie, et qui était prévu dans un style néo-gothique modernisé. Et dont il a modifié tout ce qui pouvait l'être, c'est-à-dire tout le second œuvre, et ce avec l'accord de sa commanditaire, Madame Élisabeth Fournier, qui était soit très compréhensive, soit complètement indifférente. Voici la porte d'entrée de l'immeuble. Le décor sculpté, la ferronnerie, la céramique et la fonte ornementale, tout y est passé. Guimard a inventé au fur et à mesure son propre style qui s'est très rapidement différencié de celui des Horta. Et à l'intérieur, passé le vestibule, dès le hall d'entrée, le vitrail est très présent. Nous sommes ici au niveau de la cabine téléphonique,
à côté de la grande porte-fenêtre qui donne dans la cour. On constate tout de suite que Guimard a abandonné son premier répertoire naturaliste stylisé pour un dessin abstrait. Les vitraux sont également présents dans les escaliers et aussi dans les appartements, sur les portes intérieures, les impostes et aussi sur toutes les fenêtres, celles sur rue mais aussi celles sur cour. Voici une photo ancienne colorisée, à droite, que Guimard a publiée dans le portfolio qu'il a consacré au Castel Béranger et qu'il a publié en 1898. On se trouve dans un des plus beaux appartements qui a ce beau window au deuxième étage. On a cru un moment qu'il s'agissait de l'appartement occupé par Guimard, mais en fait, il était loué par un médecin. On voit que les vitraux participent à tout le décor fixe qui est très présent. Des fontes, des staffs, des menuiseries, des quincailleries, des cheminées, des miroirs et même des papiers peints qui étaient obligatoires. Quand la vue est intéressante, les plages de verre centrales sont transparentes. Quand au contraire la vue est ingrate, face à un mur aveugle par exemple, les plages centrales sont en verre cathédral. De manière générale, ces vitraux donnent l'impression d'un voilage s'écartant de part et d'autre. Et de fait, dans la plupart des appartements, instinctivement, les occupants n'ont pas mis de rideaux ni de voilage à leurs fenêtres. Sur des fenêtres identiques recevant les mêmes vitraux, Guimard a introduit des variations de couleurs, comme on peut le voir avec ce détail à gauche, photographié dans un autre appartement que celui de droite. Les couleurs sont restreintes et douces, exclusivement bleu, jaune, vert, rose et brun. Ces variations de couleurs font partie d'une volonté de variation entre les appartements et qui commence déjà par les plans des appartements eux-mêmes, et qui s'étendent à de nombreux équipements comme les cheminées ou les miroirs. Dans l'agence de Guimard, au rez-de-chaussée, les fenêtres que l'on voit à gauche sur la carte postale sont également garnies de vitraux. Étant donné la très grande surface à vitrer dans ces deux corps de bâtiment et le caractère relativement modeste de la résidence, il fallait faire preuve d'économie. Et d'ailleurs, malgré l'exubérance du décor, en fait tout est traité à l'économie dans le Castel Béranger. Tous ces vitraux ont été réalisés par l'atelier de Georges Néret, qui a été fondé en 1850 à Compiègne, puis transporté à Paris, où il est resté actif jusqu'en 1919. Jean-François Bellost a récemment découvert qu'en 1889, pour le décor de la Tour Eiffel et en particulier au premier étage où il y avait 3 restaurants, Georges Néret avait été sollicité, de même que Le Mardelet, qui était le fabricant des papiers peints du Castel Béranger. Or, Guimard ne semble pas avoir été spécialement fan de la Tour Eiffel, qui avait à ses yeux le gros inconvénient d'avoir été construite par un ingénieur et non par un architecte. Mais ces deux entrepreneurs, Néret et Le Mardelet, avaient peut-être une attirance pour la modernité. Il s'agit de verre coloré dans la masse, sans aucune intervention de surface. Pas de grisaille, ni de jaune d'argent, pas de peinture en émail, pas de gravure à l'acide, et encore moins de superposition de verre. Certains sont des verres coulés et imprimés, comme le rose et le bleu, avec ce relief bien particulier qui lui vaut le surnom de verre haricot. D'autres sont des verres qui sont soufflés. On les appelle des verres antiques car ils ne sont pas lisses et ils comportent volontairement des petites bulles et des petits défauts qui contrarient le passage de la lumière, à l'imitation des verres du Moyen-Âge. Parallèlement à la construction du Castel Béranger, Guimard s'est occupé de la rénovation partielle de la propriété du pharmacien parisien Albert Roy. Ce château des Gévrils, qui est plutôt en fait un manoir, se situe dans le Loiret. Voici sa façade arrière en carte postale. Entre novembre 1897 et mars 1898, Guimard a contribué à l'ameublement de 3 pièces. La salle de billard, le petit salon et la salle à manger. Et il a créé des vantaux vitrés pour au moins 9 fenêtres et porte-fenêtres, ainsi qu'à d'autres endroits du bâtiment. En agrandissant fortement la carte postale, on reconnaît la silhouette des vitraux. Ces vitraux ont tous été déposés avant 1969. 3 d'entre eux sont au musée d'Orsay ou au musée des arts décoratifs comme celui de droite. D'autres sont en collection privée comme celui du milieu qui s'est vendu aux enchères en 1999 puis en 2013. Ils font des prix ahurissants qui n'ont plus rien à voir avec leur valeur intrinsèque. La composition en ligne harmonique asymétrique et repoussée vers l'extérieur est la même qu'au Castel Béranger. Si Guimard dépouille ses vitraux de tout enjolivement,
Il a besoin, en revanche, d'une extrême précision dans la coupe des verres de la part de l'exécutant pour que la nervosité et le dynamisme de son dessin soient correctement traduits. Ici, sur ce détail, à nouveau des verres antiques. Et sur cet autre détail à gauche, on voit bien les bulles dans la matière qui donnent un intérêt visuel accru à ce type de verre. Et à droite, on retrouve le verre haricot jaune, ce verre imprimé que nous avons vu au Castel Béranger. Retournons justement au Castel Béranger pour déplorer que, malheureusement, de nombreux vitraux ont disparu, comme ceux-ci qui ornaient la grande porte-fenêtre du bureau des dessinateurs de l'agence de Guimard. Certains vitraux qui étaient cassés ont tout simplement été détruits à une époque où ils n'étaient pas appréciés et où ils n'avaient pas de valeur pécuniaire. Puis, quand ils ont commencé à en acquérir, d'autres vitraux ont été carrément volés par certains locataires, comme cette fenêtre qui était dans une des toilettes en façade. On l'a retrouvée après vente et revente aux États-Unis avec évidemment un prix monstrueux qui a empêché son rachat. Certains vitraux d'appartements ont été déposés pour être restaurés et n'ont jamais été reposés. D'autres vitraux, assez proches, sont dans les cages d'escalier. Certains qui étaient manquants ont été recréés d'après des photos anciennes, mais avec une certaine mollesse dans le dessin. En fait, il faudrait refaire un véritable inventaire critique des vitraux en place. Depuis que le Castel Béranger a été transformé en une propriété privée et revendu par appartement, l'accès à tout ce corpus de vitraux est difficile. On pourrait se lamenter sur énormément de sujets à propos du Castel Béranger, mais l'immeuble a au moins le mérite d'avoir survécu, contrairement à beaucoup de constructions de Guimard. Je voudrais plutôt revenir sur les parentés que l'on peut trouver entre ces vitraux et les créations de Guimard dans d'autres domaines. Si Guimard est très vite devenu l'un des maîtres du modelage de style Art Nouveau, il a également développé son nouveau style en 2 dimensions. La ferronnerie s'y prête particulièrement bien, et il faudrait même plutôt parler de serrurerie, dans la mesure où Guimard s'est astreint à n'utiliser que des fers industriels qui ont été savamment découpés, pliés et superposés. Il a récusé tout travail artistique de la part d'un ferronnier d'art et, ce faisant, il a d'autant plus mis en valeur son design personnel. Vous comprenez qu'il s'agit d'une démarche tout à fait parallèle à celle adoptée pour le vitrail. On retrouve le même style linéaire en 2 dimensions sur les mosaïques des vestibules et même sur les papiers peints conçus par Guimard pour chaque type de pièce du Castel Béranger. Ici, c'est celui des chambres à coucher. Même chose pour un autre type de revêtement mural, les cordolovas qui jouaient le rôle de lampriba dans les espaces communs. Comme je vous l'ai dit plus haut, en 1898, Guimard a publié un important portfolio décrivant le Castel Béranger et tous ses décors. 2 planches sont consacrées à des exemples de vitraux. La publication de ce portfolio faisait partie d'un véritable plan média mis en œuvre par Guimard pour faire connaître son œuvre et son nouveau style, et aussi pour tenter de sortir de son statut de simple architecte de quartier. Il a organisé une exposition et des conférences, des articles ont été publiés dans la presse spécialisée et même dans la presse internationale. Il a gagné l'un des prix du premier concours de façade organisé par la ville de Paris, et donc, dans un sens, ça a marché et il est devenu connu, et même au-delà de nos frontières. Mais au final, sans doute en raison du caractère très particulier de son style, sa clientèle est restée limitée et il est toujours plus ou moins resté un architecte de quartier. Un résultat, comme il était médiatisé, son style a rapidement été copié. On le voit ici tout d'abord sur une des mosaïques du vestibule de l'immeuble de Gustave Juste et Ernest Denis en 1900, à l'angle de l'avenue d'Italie et de la rue de Tolbiac. Puis sur les vitraux de la cage d'escalier du même immeuble. Il existe ainsi quelques immeubles à Paris qui ont adopté ce décor linéaire très visiblement emprunté à Guimard, mais ils le complètent bien souvent par des motifs floraux. Si l'on cherche à rapprocher les vitraux de Guimard de ceux d'autres créateurs de l'époque, il faut bien sûr se tourner vers la Belgique. Mais plutôt que de Horta qui a continué à styliser fortement la plante, c'est de Van de Velde que Guimard est le plus proche, en raison du caractère abstrait de ses créations, comme ici pour l'hôtel Outlet à Bruxelles, terminé en 1898. Van de Velde a fait un usage extensif de la courbe, mais contrairement à Guimard, il a utilisé de larges surfaces colorées et une composition généralement symétrique.
Finalement, les vitraux qui se rapprocheraient le plus de Guimard dans l'esprit, si ce n'est dans la forme, seraient plutôt ceux de l'architecte américain Frank Lloyd Wright, l'exact contraire de Louis Tiffany que nous avons vu tout à l'heure. Son vitrail est également très translucide, avec quelques verres américains, mais encore plus économique que celui de Guimard car ce ne sont que des coupes droites. Avant de quitter le Castel Béranger, je voudrais faire un aparté sur un produit verrier bien particulier qui étaient les briques de verre Falconnier, les ancêtres de nos briques de verre actuelles. Guimard s'en est servi pour la paroi qui sépare l'escalier principal de l'escalier de service du bâtiment sur rue. Ces briques sont dues à un architecte et inventeur suisse de Nyon, Gustave Falconnier, qui les a brevetées en Europe et aux États-Unis en 1880. Elles étaient soufflées dans des moules mécaniques articulés, un peu comme des bouteilles, et elles recevaient un bouchon en verre et parfois une estampille. Pour la première fois, on pouvait monter des parois entièrement translucides. Il y avait de multiples modèles, de formes différentes et plusieurs couleurs disponibles. Je vous en ai apporté une, la carte numéro 8, que nous allons faire circuler dans le public. Ces briques ont eu du succès à l'exposition universelle de Chicago en 1893 et on a commencé à en voir à Paris l'année suivante. Voici en effet la photo du jardin d'hiver de M. Mignot au 1 rue Fromentin, qui a été publiée en 1894. Cette année-là, le vitrailliste Félix Gaudin en a montré des exemplaires au cours d'une conférence sur le vitrail qu'il a donnée à l'Union syndicale des architectes français. Deux grandes entreprises verrières françaises s'intéressaient déjà à ces briques de verre, la verrerie de Clichy, dirigée par Léon Appert, dont je vous ai parlé tout à l'heure à propos du verre américain, et la compagnie de Saint-Gobain, dirigée par Jules Henriveau. Ils avaient tous les deux en commun un projet de maison entièrement construite en verre et qui intégrait des briques Falconnier. Mais finalement, ils ne produiront pas les briques Falconnier. L'année suivante, en 1895, Gustave Falconnier est venu à Paris à l'invitation de l'Union syndicale des architectes français. Cette organisation d'architectes avait été fondée par Anatole de Baudot, disciple de Viollet-le-Duc, et elle regroupait le courant rationaliste, d'où sont issus une bonne part des architectes français qui se sont lancés peu après dans l'Art nouveau. Lors de cette rencontre avec Falconnier, ils ont été séduits par ces briques de verre et les ont tout de suite adoptées. Hector Guimard, bien sûr, mais aussi Henri Sauvage, Louis Bonnier pour la transformation de la galerie de l'Art nouveau Bing, Franz Jourdain pour les coupoles de la Samaritaine, et même Auguste Perret un peu plus tard. Voici une utilisation contemporaine à celle du Castel Béranger par Charles Plumet pour la cage d'escalier du 32 rue de Tocqueville en 1897. Comme vous le voyez, son emploi est assez peu inventif. Même chose en simple damier, et même si elle alterne agréablement avec des vitraux pour le jardin d'hiver de la maison Bergeret à Nancy par l'architecte Lucien Wessenburger. Alors que, au contraire, Guimard en a fait une utilisation vraiment graphique en jouant davantage sur les différents modèles, les couleurs et aussi la disposition des briques en n'hésitant pas à en insérer certaines directement dans le ciment comme si elles s'échappaient vers le haut de la composition. Pourtant, il ne les utilisera plus après cela, sauf vers la fin de sa carrière pour l'immeuble de la rue Henri N en 1926, où il habitera avec une gamme de couleurs bien plus restreinte, puisqu'il est passé à un art déco encore très personnel. En fait, les briques de verre Falconnier ont assez vite cessé de séduire les architectes en France, en raison de certains problèmes de mise en œuvre, et après 1905, elles n'ont pratiquement plus été employées. J'en ai pourtant récemment retrouvé de grandes plages de montée d'escalier dans un immeuble parisien des années 30. Le Castel Henriette, malheureusement lui aussi détruit, comportait de nombreux vitraux dont heureusement un certain nombre ont pu être sauvés. Voici la porte d'entrée sur la photo du milieu. Sur les panneaux supérieurs et sur l'imposte, vous voyez que les compositions se symétrisent à présent. C'est aussi ce que nous allons retrouver dans l'immeuble Jasdé au 142 avenue de Versailles à Paris,
construit de 1903 à 1905. La composition des vitraux de la porte séparant le vestibule du hall est symétrique. Il me semble d'ailleurs que les parties supérieures en nid d'abeille, qui interrompent les motifs linéaires, ne sont sans doute pas d'époque et pourraient être dues à une restauration intempestive. Le caractère abstrait des lignes dynamiques a presque disparu, et on pourrait reconnaître au centre un vase avec des fleurs d'où s'échapperaient des feuilles. Nous voici en 1903 avec le Castelval à Auvers-sur-Oise, une petite villa avec un plan très original. Elle a eu une seconde phase de construction vers 1910 et c'est pendant cette seconde phase que les vitraux ont été posés. Ils sont tous assez discrets et très simples au niveau des impostes du salon et de la salle à manger, deux pièces qui sont maintenant réunies en une seule. On reste avec des compositions symétriques et à présent, des petits disques apparaissent autour desquels des lignes semblent s'enrouler. Voici un détail à gauche où vous voyez que Guimard a continué à employer les mêmes types de verres qu'au Castel Béranger. Il est vraisemblable qu'il a également continué à passer commande au vitrailliste Georges Néret. La photo de droite n'a pas été prise au Castelval, mais à l'hôtel Mezzara, construit à Paris au même moment en 1910. Cet hôtel Mezzara était destiné à un ami de Guimard et, comme lui, vice-président de la Société des artistes décorateurs. Comme vous le savez peut-être, c'est le dernier endroit à comporter encore du mobilier de Guimard in situ. Il appartient à l'État et il est inoccupé depuis maintenant 8 ans. Et depuis 5 ans, avec un investisseur, nous militons pour le transformer en un espace muséal dédié à Guimard. C'est la toute dernière chance de disposer d'un lieu pour cela. Et depuis 5 ans, nous nous heurtons à l'obstination incompréhensible du service de l'immobilier de l'État, qui espère en tirer le plus d'argent possible et qui est complètement imperméable à la notion de bien public. À l'intérieur, il y a un important corpus de vitraux au niveau des portes. Et comme vous voyez, Guimard a conservé ce que j'interprète comme étant l'idée de voilage qui semble maintenant suspendue à des crochets latéraux. Mais vous remarquez qu'ici, les parties centrales ne sont plus transparentes. On se trouve en effet dans le hall central, et Guimard a pris soin de l'isoler visuellement des pièces sur rue ou de celles sur jardin. Comme le hall de la maison Bergeret à Nancy que nous avons vu tout à l'heure avec le grand vitrail rose et mouette. On se trouve en quelque sorte en dehors du monde, mais dans une version aux couleurs beaucoup plus claires. Et surtout, ce hall possède un grand vitrail zénithal. On voit que son armature n'est pas strictement orthogonale. Elle s'évase à sa partie latérale la plus large, mais elle ne participe pas à la composition. Alors, que dire de la silhouette et de la composition de ce vitrail? S'agit-il uniquement d'abstraction? Eh bien, l'un des plus éminents spécialistes de Guimard y voit une navette, c'est-à-dire un outil en relation avec la profession du commanditaire Mezzara, qui était industriel en broderie. Voici à quoi ressemble une navette et, personnellement, ça ne me paraît pas très convaincant. À l'opposé de cette interprétation matérialiste, un pseudo-historien de l'art et véritable propagandiste de l'ésotérisme, qui s'est jeté sur Guimard ces dernières années, y voit la pénétration d'un sexe masculin dans un sexe féminin. Oui, et pourquoi pas la prise de l'Asmala d'Abdelkader par le duc d'Aumale. Il est vrai que la plupart des connaisseurs du lieu s'accordent pour dire qu'il s'agirait d'une forme phalloïde, étant donné que ce type de motif n'est pas rare dans l'œuvre de Guimard. Par ailleurs, si nous voulons lorgner du côté du symbolisme, voire de l'ésotérisme, nous savons que Mezzara était sous l'emprise d'un mage belge et qu'il s'exerçait à faire tourner des tables. De plus, nous avons de bonnes raisons de soupçonner que Guimard était intéressé par certains aspects du symbolisme. Dans cette optique, on peut remarquer sur ce vitrail ce 8 couché, qui est le symbole de l'infini, mais à mon avis, ce n'est pas une raison pour se laisser aller au délire d'interprétation. Nous allons à présent nous intéresser à 2 exemples d'immeubles de rapport. Le premier est le groupe d'immeubles des rues Gros, La Fontaine et Agar, qui sont proches à la fois du Castel Béranger et de l'hôtel Mezzara, et qui sont contemporains de ces derniers. Cette fois, Guimard y a joué le rôle d'architecte et celui de promoteur associé. Les appartements étaient destinés à la moyenne bourgeoisie et les vitraux assez simples sont présents dans les appartements ainsi que dans les parties communes, sur les fenêtres des cages d'escalier et sur les portes palières. On est assez proche de ce que nous avons vu précédemment, avec cette fois un peu d'utilisation de verre américain, le verre bleuté que vous voyez sur ces impostes. Il en a également utilisé
sur les vitraux de son propre hôtel particulier construit à la même époque, au 122 avenue Mozart, qui est plus luxueux. Après-guerre, en 1928, Guimard a construit cet immeuble au 38 rue Greuze, toujours dans le 16e arrondissement. Comme on peut le voir sur ces plans, il s'agit de très petits appartements destinés à des célibataires. Ici, tout est traité encore plus à l'économie que d'habitude. Les panneaux supérieurs des portes palières ne reçoivent même plus de vitraux, mais de simples feuilles de verre imprimées, un motif assez particulier dont je qualifierais des reliefs de Tumoro. À présent, nous allons faire un retour en arrière pour parler d'une autre technique de vitraux que Guimard a utilisée assez brièvement aux alentours de 1898-1900. Vous vous rappelez de l'hôtel particulier du pharmacien Albert Roy construit par Guimard sur le boulevard Suchet. Il n'existe que 2 photos de l'intérieur. Celle-ci à gauche, où l'on peut voir une porte vitrée et son imposte, et celle-ci à droite, avec une autre porte vitrée et cet immense imposte qui se poursuit sur les cloisons. Si l'on regarde de près, on se rend compte qu'il n'est pas possible d'obtenir une telle finesse de dessin avec la technique traditionnelle de mise en plomb des verres. Nous allons y voir plus clair dans la maison Coyot que Guimard a construite et décorée à Lille de 1898 à 1900. Sa caractéristique principale, c'est l'utilisation de la lave émaillée. En façade, mais aussi à l'intérieur, comme vous pouvez le voir ici dans le vestibule. Guimard a bien sûr séparé le vestibule de la cage d'escalier par une porte vitrée, assez proche de ce que nous avons vu tout à l'heure pour l'immeuble Jasdé, avenue de Versailles à Paris, mais ici, le point intéressant se trouve sur la porte latérale du vestibule qui communique avec la boutique. Voici cette porte, et vous voyez qu'il s'agit d'une toute autre technique, celle des émaux en relief ou hémorelief. Cela consiste à peindre en émail des surfaces qui sont délimitées par des lignes dessinées en relief avec un émail pâteux qui est déposé sur le verre au moyen d'une poire. Cela permet d'effectuer des dessins très nets et d'une grande finesse. L'idée de cloisonner les surfaces à émailler était déjà pratiquée pour la céramique, soit en estampant en creux les surfaces, soit en obtenant un retrait de l'émaillage par une séparation hydrophobe, comme pour les émaux de Longwy par exemple. En tout cas, la technique de séparation par le dépôt d'une ligne en relief est tout à fait voisine de celle qui était utilisée au même moment pour la lave émaillée. Vous avez ici, à gauche, un détail d'une plaque de lave de ce même vestibule de la maison Coyot. Et dans la surface bleutée, vous pouvez facilement voir les lignes en relief du dessin qui cloisonnent des surfaces qui sont colorisées en aplat. Nous retrouvons cette technique sur les vitres du buffet de la salle à manger de la maison Coyot qui sont d'une virtuosité étourdissante. Guimard a confié ce travail au spécialiste de cette technique qui était le vitrailliste Louis Trézel. Vous connaissez certainement le Bouillon Julien rue du Faubourg Saint-Denis. Il a ouvert en 1903 sous le nom de Gandon Fournier et Trézel y a posé ses magnifiques panneaux des 4 saisons, encore une fois très imités de Mucha, et qu'il a réalisé avec cette technique des hémoreliefs. Il y a même inclus des perles en verre. Après la maison Coyot, Guimard a été chargé des accès de surface du tout nouveau métro de Paris qui a ouvert en juillet 1900. Sauf que les pavillons et les édicules n'ont été complétés qu'un peu plus tard. Voici le pavillon de la place de la Bastille qui a été achevé en 1901. Comme le suggère cette carte postale colorisée, l'imposte de la porte monumentale était initialement garni de verre imprimé, sans doute jaune et blanc. Mais ce qui nous intéresse plus précisément, c'est l'imposte des portes d'entrée et de sortie, qui recevait une inscription en hémorelief encadrée par un décor d'entrelacs. La calligraphie de Guimard y était des plus illisibles, et il a fait beaucoup plus efficace par la suite, comme on peut le voir sur la plaque métropolitain en lave émaillée sous la marquise. Alors, grâce au compte de la Compagnie du Métropolitain de Paris, la CMP, nous savons que c'est bien Louis Trézel qui a été chargé de l'exécution. Eh bien, à ma connaissance, c'est tout pour cette technique des hémoreliefs chez Guimard, mais comme nous avons abordé le métro, nous allons poursuivre sur ce sujet. Sans doute dès les années 1940, les plaques de verre spéciaux que Guimard avait initialement créées pour les édicules et les pavillons avaient progressivement disparu. Et on peut même dire que leur souvenir s'était perdu.
elles avaient été remplacées par du verre armé banal. Et lors des restaurations des accès Guimard en 2000, ce matériau a été complètement négligé. Sur les quelques photos anciennes dont on disposait, par exemple sur cette carte postale de l'édicule de la station Hôtel de Ville, un édicule A, on voyait bien que sur la toiture vitrée, il s'agissait d'un type de verre spécial. Et on devinait même une sorte d'arborescence. Je précise qu'il s'agit bien du même édicule qui a été transféré d'Hôtel de Ville à Abès dans les années 70. On le voit encore mieux sur le détail de cette belle photo d'époque publiée dans un portfolio allemand. Et de façon identique, sur les marquises des édicules B, ceux qui ont une toiture en V, sur certaines photos de bonne qualité comme celle-ci, on voyait aussi des nuances dans le verre. Aujourd'hui, il ne reste plus qu'un seul édicule B à la station Porte-Dauphine. Et là où on a eu la chance, c'est qu'il a été implanté sur un terrain herbeux et non sur le bitume comme les autres édicules. Et quand il y a eu de la casse au niveau des plaques de verre, merci les orages de grêle et le vandalisme, eh bien des fragments se sont retrouvés enterrés par le piétinement. Et donc, en ratissant le terrain en 2000, on a retrouvé des fragments de verre, dont celui-ci. Comme il présente un bord ondulé et adouci par meulage, c'est qu'il se trouvait à l'extrémité d'une plaque, comme on peut le voir en le posant sur la découpe du verre actuel. Comment était fabriqué cet unique morceau que nous possédons? Il s'agit d'un verre coulé sur table, avec une teinture au jaune d'argent, comme vous le voyez sur la photo de droite. Ce type de verre était utilisé pour toutes les toitures vitrées. Nous savons qu'il a été mis en œuvre par le vitrailliste parisien Charles Champignol, car le contrat le liant à la CMP existe encore. Je n'ai que ce portrait de lui très jeune. Je vous avais parlé tout à l'heure de Charles-François Champignol, qui, de Metz, s'était établi à Bar-le-Duc, puis de son fils cadet Emmanuel Champignol, qui lui a succédé. Celui qui nous intéresse ici, c'est le frère de ce dernier, Charles-Marie Champignol, dit Charles Champignol fils ou Charles II. Il s'est établi à Paris et a ouvert un grand atelier de vitrail rue Notre-Dame-des-Champs, dont la façade donnait aussi sur le boulevard Montparnasse. Il faut donc imaginer les toitures vitrées avec des plaques de ce verre où étaient dessinées sommairement des sortes de ramifications pouvant évoquer par exemple des grandes feuilles de fougère. Il paraît évident que ce travail a été réalisé d'après des dessins ou des indications de Guimard, qui n'aurait laissé personne s'exprimer librement sur ses œuvres architecturales. Mais il y avait aussi un autre fragment de verre qui a été retrouvé dans les mêmes conditions. Il est tout à fait différent et il ne pouvait donc pas être sur la toiture. Depuis longtemps, on se doutait que les vitres des pavillons et des édicules du métro avaient également reçu un verre spécial coloré. En effet, en 1960, 2 ans avant la destruction du pavillon de la Bastille, quelques images de ce pavillon apparaissaient dans le film Zazie dans le métro de Louis Malle, d'après le roman de Raymond Queneau. Entre parenthèses, si vous ne connaissez pas le livre ou le roman, il faut le lire et le voir. Ce sont des petits chefs-d'œuvre d'écriture. Dans l'histoire, Zazie est une insupportable gamine qui est venue à Paris chez son oncle et qui rêve d'aller se balader dans le métro. Mais il y a grève et ses tentatives d'entrer dans l'une ou l'autre station sont toutes des échecs. Je vais vous passer cette courte séquence de quelques secondes. Faisons un bref retour en arrière, au moment où la caméra filme à l'intérieur du pavillon. Vous voyez, en haut et à gauche, ces 4 vitres colorées en orange. Ce sont des verres spéciaux fortement nuancés dont nous allons parler. Cet autre morceau de verre retrouvé est lui aussi un verre coulé, mais il a reçu un décor imprimé en surface. Et quand je l'ai vu pour la première fois, j'ai tout de suite fait le rapport avec des panneaux de verre imprimés que l'on connaissait dans certains bâtiments de Guimard, comme par exemple l'hôtel Mezzara. Les verres imprimés, comme leur nom l'indique, ont reçu un relief imprimé à leur surface alors qu'ils étaient encore à l'état pâteux.
Ils présentent tous des motifs répétitifs qui sont parfois délimités, comme sur celui-ci, et d'autres fois des motifs confluents, si bien que l'on ne sait pas précisément où commence le motif et où il se termine. C'est aussi le cas du verre qui nous intéresse, mais qui possède une qualité absente chez tous les autres modèles de verre imprimés, c'est son dynamisme, exprimé par des courbes qui semblent animées de sauts et de trémulations. À l'époque, Saint-Gobain était pratiquement la seule compagnie produisant du verre plat imprimé sur le continent grâce à une technologie achetée en Angleterre. D'ailleurs, vous connaissez certainement le verre imprimé en bas à droite, qui était le plus répandu de tous. C'est le numéro 10 de Saint-Gobain qui avait acheté ce modèle à la verrerie anglaise Chance. C'est Michel Herold qui m'a aiguillé sur la compagnie de Saint-Gobain et j'ai pu retrouver dans leurs archives la fiche de ce verre bien particulier. Ce document nous apprend que ce verre, le numéro 18, nommé Oriental, a été créé en 1901. Et là, surprise, on lit que le modèle a été déposé par Champignol et non pas par Guimard. Mais il est évident pour moi que Champignol a travaillé d'après des indications de Guimard, car on est très proche de son style pour certains revêtements muraux en Cordolova du Castel Béranger. Et surtout, ce genre de création est très éloigné de tout ce qu'a pu faire un peintre verrier comme Champignol. En ce cas, pourquoi Guimard a-t-il laissé Champignol déposer le modèle à son nom? Nous ne le saurons sans doute jamais. Tout au plus, peut-on supposer qu'il y a pu y avoir un arrangement financier et que Champignol aurait pu, en contrepartie, modérer son prix d'exécution et de pose des verres des toitures. À présent, quelques notions techniques. Voici une photo de la machine Chance, dont Saint-Gobain avait acheté la technologie à la verrerie anglaise du même nom à Birmingham, en s'assurant une exclusivité sur le continent. On comprendra encore mieux avec ce schéma. Le verre liquide est apporté dans une poche, puis il est déversé sur une table inclinée où il passe tout d'abord entre deux rouleaux lamineurs. Puis sa face supérieure est imprimée par un rouleau gravé avec le motif. Pour notre verre Oriental numéro 18, le rouleau a été gravé en Allemagne chez Offenbacher et acheté 610 marks. À cette occasion, on a bien une division internationale du travail, avec le motif créé et produit en France, à l'aide d'une technologie anglaise et d'un outil fabriqué en Allemagne. Le diamètre du rouleau est de 12,9 cm, ce qui, multiplié par pi, donne un déroulé de 41 cm, soit 2 fois la longueur d'un motif complet, c'est-à-dire qu'un tour de rouleau imprime 2 motifs successifs. Ce n'est que progressivement que nous avons retrouvé des images plus précises, comme ce détail d'une photographie ancienne d'un édicule B, où l'on voit que ce type de verre était bien utilisé pour les fenêtres des parois des édicules et des pavillons. Au cours de ces dernières années, toujours à la station Porte Dauphine, nous avons retrouvé d'autres fragments qui remontaient à la surface de la Terre après des journées de forte pluie. Ces 3 petits fragments ont été trouvés par Susan Hargrove, la conservatrice du musée de Toledo aux États-Unis, qui était venue à Paris en 2011 pour discuter de son exemplaire d'entourage de métro de Guimard. En l'occurrence, à son grand désespoir, cet entourage de métro s'est révélé être une copie. 1 an plus tard, mon épouse en a également retrouvé un fragment au même endroit et dans les mêmes conditions, c'est-à-dire après de fortes pluies. Et au Cercle Guimard, nous avons même récemment reçu en cadeau un plus grand morceau de ce verre spécial du métro, dont Guimard s'était servi comme verre décoratif au coin d'une vitre sur un de ces 2 buffets du Castel Henriette à Sèvres. Nous allons le faire circuler parmi vous. Comme vous le voyez, tous ces fragments comportent de fortes nuances. Cela s'explique dès qu'on regarde la tranche du premier fragment, ici sur la gauche. On voit très bien qu'il y a 2 couches, une incolore sur le fond et une plaquée de couleur ambrée en surface. C'est la variation d'épaisseur de cette dernière qui donne des nuances entre le jaune clair et le brun rouge. On peut donc imaginer qu'on commençait par couler un verre transparent et que, sans doute après le laminage initial, on ajoutait à la louche, de façon irrégulière, le verre ambré avant le passage sous le rouleau imprimeur. Et cela donnait un résultat assez proche d'un verre américain, à cette différence que ce verre-ci avait un motif tout à fait guimardien et non banalement chenillé comme on l'avait sur les verres vendus par la verrerie Appert de Clichy. Voici une extrapolation encore très imparfaite de ce que pourrait être une restauration sérieuse d'un édicule B du métro.
voici à quoi il ressemble aujourd'hui, et ce à quoi il pourrait ressembler si l'on se donnait la peine de recréer des verres conformes. Après cette utilisation initiale pour le métro, Saint-Gobain a commercialisé ce verre imprimé et l'a présenté sur catalogue pendant au moins une trentaine d'années. Je vais vous en faire passer des exemplaires, mais ce verre commercial est un petit peu différent de celui du métro. Tout d'abord, il est plus mince, comme les autres verres imprimés, car il ne comporte plus qu'une couche. Il n'a donc plus de nuances comme le verre du métro. D'autre part, ses reliefs sont beaucoup plus nets. C'est peut-être dû au fait que la coulée en une seule couche est simplifiée, ou peut-être que le rouleau a été regravé, car la dimension a très légèrement changé. Outre le blanc, différentes couleurs étaient disponibles, par un émaillage de surface. Le jaune était sans doute le plus demandé, mais une couleur aussi inattendue que ce violet irisé était possible, comme vous pouvez le voir sur cette page d'un catalogue d'échantillons que possédaient les représentants et les concessionnaires de Saint-Gobain. Guimard s'en est largement servi pour le décor de ses propres bâtiments, mais à ma connaissance, il ne l'a jamais inclus dans un vitrail. Comme d'habitude, sa création n'a pas remporté un franc succès. Mais on en retrouve de temps en temps dans des immeubles ou en garniture des vitres d'un buffet comme celui-ci, de style Art Nouveau, et sans doute réalisé à Paris dans le faubourg Saint-Antoine. On en a même retrouvé jusqu'en Géorgie, à Tbilissi. Chose étonnante, Saint-Gobain a également édité deux autres modèles très proches, les numéros 14 et 15, dont je n'ai jamais vu un seul exemplaire posé. Le numéro 15 est pourtant amusant, il peut évoquer au choix un tétard plongeant dans une mare ou un spermatozoïde fécondant un ovule. Et nous allons encore rester dans le métro, ou plutôt en surface, car le verre était aussi utilisé pour les verrines qui protégeaient les ampoules des candélabres des accès découverts. Il ne s'agissait pas d'éclairer l'escalier de descente, mais simplement de signaler au loin l'accès pendant la nuit. Aujourd'hui, et sans doute depuis les années 70, toutes ces verrines sont en plastique. Mais à l'origine, elles étaient en verre. La RATP, qui a succédé à la CMP après la Seconde Guerre mondiale, a pris tellement peu de soin de son patrimoine qu'elle a détruit ou laissé dérober toutes les verrines anciennes. Si bien que la seule qu'elle possède aujourd'hui lui a été redonnée par la ville de Montréal, où la RATP avait installé un entourage dans les années 60. Le vaisseau était donc soufflé dans un moule articulé en deux parties, puis retravaillé à la pince pour obtenir les rebords, et, en fin d'opération, un bouchon qu'on voit distinctement était fixé à chaud à l'extrémité. Guimard s'était adressé à la cristallerie Stumpf, Touvier, Violet et compagnie, plus connue sous le nom de la cristallerie de Pantin. Nous avons pu déterminer le prix d'une verrine en nous basant sur les comptes finaux du premier chantier du métro et sur les comptes prévisionnels de la ligne 2, et nous avons obtenu le prix de 30 francs or par exemplaire, ce qui n'était pas donné. Le fait qu'elles aient été produites par une cristallerie n'implique pas nécessairement qu'elles étaient en cristal, mais plus sûrement en verre. Cette cristallerie avait été fondée en 1851 par un certain Monod, avant d'être transférée à Pantin en 1855 au 84 rue de Paris. Elle a eu différents noms au gré des changements d'actionnaires, mais il ne faut pas la confondre avec la verrerie de Pantin, qui faisait partie du groupe dirigé par Legras avec la verrerie de Saint-Denis. Le musée d'Orsay possède ce vase, qu'il donne comme ayant été produit entre 1890 et 1900. Comme vous le voyez, il imite tout à fait la production nancéienne de galets et d'aumes qui était alors très en vogue. Ce vase bleu, au centre, procède de la même esthétique, assez peu poussé et loin des prouesses nancéiennes. Mais il est possible que la collaboration de Guimard et de la cristallerie de Pantin se soit prolongée pour la création de vases. La maison moderne, rue des Petits Champs, qui concurrençait l'Art Nouveau Bing, a édité un catalogue en 1901. Une pleine page y est consacrée à des modèles de vases de la cristallerie de Pantin, dits en cristal aigue marine, et que je suppose donc être également bleutés. La plupart ont un décor non figuratif de côtes tournantes. Or, que retrouvons-nous sur plusieurs photographies prises dans l'atelier de Guimard? Précisément des vases du même style que Guimard avait disposés avec d'autres bibelots sur des meubles à photographier. Une bonne moitié de ces bibelots étaient des créations de Guimard, comme le cadre photographique et quantité d'autres.
Mais une autre partie de ces bibelots n'était pas ses créations, comme par exemple la femme endormie de Carpeaux que l'on voit sur la tablette avant de cette table à thé. Donc, il est tout à fait possible qu'à l'occasion de sa collaboration avec la cristallerie de Pantin pour les verrines du métro en 1901, Guimard ait acquis quelques vases décoratifs dont il n'était pas l'auteur. De plus, on nous objectera que cette forme tournoyante n'était pas du tout dans son style habituel. Mais cette forme tournoyante a bien existé chez Guimard, car voici un modèle en plâtre qu'il a conçu pour un projet de vase en céramique qui n'a pas été édité. Voici encore l'un de ces vases, provenant probablement de la cristallerie de Pantin, et qui se trouvait lui aussi dans une vitrine photographiée au sein des ateliers de Guimard. En tout cas, en 1903, Guimard était toujours en affaire avec la cristallerie de Pantin, puisqu'il la cite dans les fournisseurs et collaborateurs de son pavillon édifié au Grand Palais pour l'exposition de l'habitation. L'adresse 66 rue d'Hauteville était celle du dépôt parisien où ce genre de vase pouvait être acheté. Et derrière le vase de la cristallerie de Pantin, on trouvait un flacon très intéressant. C'est l'un de ceux que Guimard a créé pour la parfumerie Millot pour l'exposition universelle de 1900. À cette occasion, Guimard avait pris en charge la totalité du stand. Les lambris et le décor mural, les étagères, les meubles, les flacons et même les cartonnages. La parfumerie Millot présentait deux nouveautés, Violi-Violette et Cantyrix. Tous deux semblent d'ailleurs avoir fait un flop commercial. Les parfums, eau de toilette et savons assortis étaient présentés sous différents conditionnements avec des flacons de différentes tailles. Voici un flacon de taille moyenne. Ils étaient soufflés mécaniquement dans des moules pour pouvoir reproduire les reliefs du décor. J'ai reconstitué sur cette image les différentes tailles de flacons. Sans marque de verrerie et sans documentation à ce sujet, il est évidemment impossible de dire avec certitude où Guimard s'est adressé pour leur confection. Mais la cristallerie de Pantin est, là encore, une possibilité. Voici un curieux objet en verre étiré à la pince, très probablement de Guimard étant donné son origine liée au Castelval. Il s'agit vraisemblablement d'une béquille, c'est-à-dire d'une poignée de porte, mais non fonctionnelle car sans possibilité d'y insérer un carré. Je pense qu'il s'agit d'un essai non concluant ou dont nous ne connaissons pas les versions ultérieures, mais qui laisse à penser que l'intérêt de Guimard pour le verre était réel et surtout qu'il pouvait entretenir des relations avec un ou plusieurs verriers. Nous allons conclure avec cette dernière tentative de diffusion industrielle comme Guimard les aimait, c'est-à-dire à la recherche de nouveaux matériaux, économiques et surtout susceptibles de prendre l'empreinte du style Guimard. Il s'agit de la pierre de verre Garchet, une entreprise qui a connu quelques années de notoriété. Le brevet a été déposé en 1896 par Louis-Antoine Garchet. Il s'agissait de chauffer à 1250 degrés des débris de verre pour former une pâte qui était ensuite moulée par une presse hydraulique. Le verre était dévitrifié et prenait un aspect de porcelaine ou, comme ici, de granit. L'exemple du dessus, tiré d'une publicité, suggère qu'on pouvait aussi coloriser la surface. Le produit était étanche et très résistant à la pression. Il a été employé pour certaines stations de métro, par exemple pour les parois des escaliers de la station de la Porte Dauphine, mais en dehors du contrôle de Guimard, puisqu'il ne s'occupait que de l'édicule en surface. L'exemple que je vous montre fait 10 cm de côté et il provient de la salle de bain du Castel-Henriette. Son motif tourbillonnant est très proche d'un modèle de carreau que Guimard a édité en lave émaillé reconstitué et qui est beaucoup plus en relief. Ce second carreau est lui-même proche d'un motif de papier peint du Castel-Béranger, lequel est d'ailleurs devenu le logo du Cercle Guimard. Comme quoi, en histoire de l'art, on finit toujours par retomber sur ses pieds.